tant mieux, tu peux lire tout ce que les gens disent, mais pour nous, c'est vraiment la conversation du moment. Oui, on essaie de, comme Kathleen dit, on ne suit pas n'importe qui. Il faut être conscient de qui les gens sont. On regarde un peu les tweets précédents pour voir la pertinence, mais pour nous, c'est important de suivre les gens. On a parlé tantôt de certaines entreprises qui s'en servent vraiment pour faire du hard selling. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique-là? Parce qu'il y en a quand même qui l'ont bien fait. Très bien. Ben, disons que moi, je ne fais pas de hard selling, on ne vend rien sur Twitter. On offre. Quel bon vendeur. On n'a jamais rien fait payer au monde sur Twitter, c'est-à-dire que c'était uniquement pour aller chercher de la visibilité. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un qu'un cadeau? Tu sais, quand tu veux je ne sais pas comment vous expliquer, te connecter entre guillemets à quelqu'un, quoi de mieux qu'un cadeau? Donc au début, le jour où j'ai parti, je me rappelle le compte de la boutique, je m'étais dit je vais aller chercher les foodies de Montréal. C'est pas ça qui manque. Il y a une concentration de personnes qui aiment la nourriture, c'est quelque chose. Les foodies. Les foodies. C'est les amateurs de bouffe. Le cocktail 5 à 7 que tout le monde parlait, là. Voilà, par exemple. Et après, naturellement, le fait d'avoir déjà cette base de personnes impliquées, le fait de savoir qu'on faisait des concours, qu'on offrait des macarons, qu'on offrait des glaces, etc., depuis, j'ai plus pris l'initiative de follower quelqu'un. Je laisse les gens venir. Et les 90% du temps, je vais follow back, parce que c'est quelqu'un de Montréal, parce que c'est un client potentiel, parce que c'est quelqu'un qui aura potentiellement quelque chose d'intéressant à dire, parce que c'est potentiellement quelqu'un à qui je vais devoir écrire un direct message s'il participe au concours, etc. Donc, on parlait de location géographique. Moi, j'ai un filtre naturel, en fait. C'est-à-dire que oui, je vais me retrouver avec quelques personnes aux États-Unis, quelques personnes en France, quelques personnes à Toronto, mais 99,9% des gens qui vont follower la boutique sont soit de Montréal, soit des environs, soit de Québec. Donc ce sont potentiellement des gens qui vont être intéressés à notre système de promotion. Donc après faire du hard selling, comme on dit, il y a d'autres exemples qui sont plus probants, entre guillemets. Je pense notamment à tout ce qui est consumer electronics aux États-Unis. Si on regarde les sites de gros sites de discount qui annoncent des rabais par Twitter, de telle heure à telle heure, etc., là, il y a un véritable engagement, une pression pour acheter qui se fait. C'est ça, c'est ça que j'appelle du hard selling. Nous, on cherche la visibilité, en fait. Que les gens viennent acheter ou que les gens ne viennent pas acheter, c'est pas ça notre point premier. La première, c'est genre créer la réputation de la boutique. Ça, c'est sur la réputation. Moi, je dirais aussi les tendances. Je ne sais pas pour vous si c'est important, mais nous, dans le monde des affaires, on va voir beaucoup maintenant l'innovation verte. Donc, les produits vont être de plus en plus créés par les gens et ensuite votés à plein niveaux, même au niveau des modèles des modèles commerciaux. Donc, tweeter, c'est important puisque maintenant, ça va être fait beaucoup par les votes. Les gens votent, on est tout le temps en référendum. On avait proposé une liste de saveurs de macarons. On s'est retrouvé avec 800 personnes qui ont voté quand même, donc un engagement de 800 personnes. Quand on pense qu'on a une communauté cumulée de 1500 personnes, c'est 50%. C'est quand même assez énorme, on voit rarement ça dans les plus grosses entreprises. Et après, sur le fait d'écouter la communauté, si j'écoutais ma communauté, on aurait pu sortir de la glace et des macarons au bacon. Je suis certain que l'innovation, mais moi, personnellement, je ne serais pas contre. Après, essayer d'aller... Oui, mais si tu demandes aux gens de voter pour l'acheter et de leur demander quel prix Quirky, c'est ça qu'ils font, c'est complètement génial. OK, vous dites que vous aimez ça, maintenant, achetez-le, puis on ne le produira que si c'est acheté au prix que les gens sont prêts à payer. Alors, c'est vraiment en temps réel jusqu'au bout de la commercialisation. Moi, je pense que si votre public vous dit de faire des macarons au bacon, il faudrait l'essayer, comme une sorte d'incubateur pour voir la réaction. Quand ils nous répondaient, c'était vraiment sur le ton de l'humour. Et il y a beaucoup d'amis qui sont nés dans une jaune. C'est ça. Non, mais objectivement, on ne peut pas être objectivement sérieux en proposant à quelqu'un de faire de la glace au bacon. Fondamentalement, c'est impossible. Sauf que vous allez rentrer dans les annales de l'histoire. Exactement. On va faire ça. Consommation, manger un macaron le matin.
Hein? Dans les habitudes de consommation, Ouais, manger par exemple. un macaron le matin, peut-être que tu serais unique dans cette offre-là aussi. Déjà que les chips au bacon. Il est déjà 11h et comme il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont déplacés pour assister au panel, je propose tout de suite qu'on y aille avec une période de questions qui sont sans doute Question. très nombreuses. Oui? Si vous aviez à me proposer sur 12 mois 3 éléments de mesure pour vous dire que ce que vous déployez comme tactique, comme moyen, fonctionne, qu'est-ce qu'on doit mesurer? Parce que souvent, les clients disent « c'est le fun, mais je ne sais pas comment, puis il faut que je m'adapte ». Mais fondamentalement, on veut mesurer chaque impact, chaque tactique, mais sur 12 mois, 3 éléments de mesure que vous aimeriez proposer pour qu'au moins les gens se disent « tant qu'à le faire, on va le faire selon un plan ». Ça serait quoi? Moi, je dirais, pour commencer, un élément, en fait, puis je laisserai les autres répondre sur le reste, c'est le nombre de retweets qui ne viennent pas de la marque. Pour moi, ça a été le summum du summum qu'on avait trop de... Quand tu commences à regarder, on utilise plusieurs outils de social media monitoring, puis tu regardes, il y a eu énormément de tweets sur ce tag-là, ce hashtag-là, etc. Mais le nombre de retweets, ça dit vraiment quelque chose d'autre. Je pense qu'il y avait un article qu'on avait lancé qui s'appelait les 10-25 prédictions, les 10 pires prédictions. Il y a eu 1100 clics sur ce lien-là. Donc, je vois, en termes de qualité, le nombre de retweets des gens qui ne sont pas de la marque, je pense que c'est une bonne mesure. C'est intéressant, c'est challengeant, etc. Moi, je dirais aussi, si tu pars sur une base de 12 mois, tu perds une grosse part du gâteau parce que la relation doit s'établir à plus long terme. Personnellement, on n'est même pas au bout de 12 mois, on a déjà des retours positifs, mais je pense que je ne vais pas mener une campagne sur les médias sociaux en disant on va faire ça que sur 12 mois. Si tu veux bâtir une relation, on va pouvoir faire ça à long terme. Ça, pour moi, c'est une règle de base. Après, si on parle pour une entreprise qui vend quelque chose, donc en B2C, il y a un indicateur qui est absolument pas trouvable sur Internet. C'est celui des retombées médiatiques. Parce que le fait de prendre ce tournant, cette innovation à temps, on suscite l'intérêt des médias. C'est un peu la raison pour laquelle aussi, moi je suis ici aujourd'hui, alors que je représente une pâtisserie de 5-6 personnes, c'est qu'on a réussi à prendre un tournant, on a réussi à s'impliquer dans quelque chose de gros. Et le retour médiatique qu'on a là-dessus, si on avait dû payer un relationniste, si on avait dû payer quelqu'un pour nous donner autant de visibilité, pour nous avoir des reportages sur TVA ou des choses comme ça, ça leur aurait coûté vraiment beaucoup d'argent, certainement plus qu'ils auraient pu en donner. Donc, sans avoir de chiffres exacts, on est sûr que c'est un bon plan à ce niveau-là. Au niveau du retour médiatique traditionnel pour une petite entreprise, c'est important. Puis moi, je rajoutais à cette mesure-là, parce qu'on l'avait faite pour les prédictions TMT, parce qu'on compare toujours à l'année de base. Disons que l'année de base, c'est 2008, quand il n'y avait pas d'Internet, disons, pour un cabinet. Donc, quand il n'y avait pas d'Internet, après ça, tu fais la campagne en 2009, tu fais la campagne en 2010, puis on fait un pourcentage. Par exemple, s'il y avait 28 mentions, en 2009, on a eu 115. Puis aussi, parce que moi, j'ai beaucoup de challengers parmi mes patrons, alors ils me disent, je veux savoir la qualité des articles de presse. Donc, il n'y a pas juste le quantitatif. C'est beau le quantitatif, Kathleen, on veut maintenant du qualitatif. Tes articles de presse, ça vient de qui, puis de quoi ils parlent. Puis selon ce qu'on a sorti comme résultat, ils ont dit, ah ben ok, là ça vaut la peine, c'est intéressant, mais je veux dire, nous, on a toujours une grosse campagne, une grosse étude de cas, comme un retour sur investissement, puis on a énormément de barèmes, dépendamment de qu'est-ce que la personne cherche, puis c'est toujours dépendamment des objectifs. Vous avez des gens qui veulent vendre, il y en a qui veulent développer une notoriété, etc. Donc ça dépend toujours des objectifs de base. Moi, je dirais, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit au début. Si au niveau de la culture de l'entreprise, tu réussis à faire une ouverture, parce que je regarde toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a des habitudes. Par exemple, prenons une chose toute simple. C'est quoi? On dit que Intel Inside, c'est les données. Parce qu'on est dans un monde maintenant où tout est géolocalisable, où on a les téléphones intelligents. Tout à coup, on sait ce que vont faire les gens d'un point à un autre dans une ville, ce qu'on ne savait pas avant. Alors,